Chers internautes, bonjour, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'Informat News Hebdo, édition du lundi 15 juin 2020. Et pour décrypter et analyser l'actualité de la semaine du secteur IT et télécom, je suis en compagnie de notre rédacteur en chef, Guy Hervier. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Alors Guy, cette semaine, actualité encore toujours fournie, et on commence par un des leaders historiques du secteur, Intel en l'occurrence, qui, j'allais dire, fait face à deux nouvelles contradictoires. Une mise à jour de sa gamme de processeurs, et puis un de ses principaux clients, Apple en l'occurrence. Il y a des rumeurs que Apple serait en train de lâcher Intel, mais on va peut-être commencer d'abord par les nouveaux processeurs, on reviendra sur Apple après. Effectivement, on avait parlé à plusieurs reprises du fait que Intel avait raté le virage des smartphones et donc finalement était limité à fournir des processeurs pour les PC standards et puis les PC portables. Et donc là, c'est l'annonce en bonne et due forme de ce nouveau processeur Lakefield qui est destiné donc à la fois aux PC ultra portables mais aussi à tout ce qui est smartphone. Et donc, évidemment, c'est un gros pari pour Intel, puisque c'est un marché sur lequel il est, je dirais, notoirement absent. Quasiment absent. Alors, ces deux processeurs, en fait, ils apportent deux innovations intéressantes. La première qui est baptisée de Hybrid Core. Donc, en fait, les multicœurs, on connaît ça depuis très longtemps, mais là, l'idée, c'est de mélanger des cœurs de générations différentes. Et donc, on a un cœur qui est gravé à 10 nanomètres et puis 4 autres cœurs qui sont d'une autre génération. Et le résultat de ça, c'est que, en fait, ça permet à Intel de gagner considérablement en matière de consommation. Ils annoncent des chiffres absolument impressionnants puisqu'ils parlent de 90% de réduction de la consommation par rapport aux anciennes générations qui elles-mêmes étaient déjà considérées comme très économes en énergie. Donc ça, c'est le premier point. Évidemment, pour les smartphones, c'est intéressant puisque on sait que la limitation des smartphones sur les batteries est encore un point relativement bloquant. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le fait que, en fait, ce processeur, il est présenté comme un processeur 3D, c'est-à-dire avec un empilement en hauteur, un empilement des divers composants, et ça permet dans un même chip à Intel d'intégrer à la fois la CPU, donc multicœur, mais aussi les GPU, enfin la GPU, la mémoire RAM et puis les microcontrôleurs. Donc je dirais que c'est une évolution intéressante qui va dans le sens d'une plus grande intégration. Donc ça, je dirais que c'est l'aspect positif de l'annonce. On verra ce que ça donnera en termes, enfin, au niveau de la réaction des fabricants de smartphones. Mais je dirais qu'en même temps, et alors vous l'avez qualifié de rumeur, mais c'est une information qui a été donnée par Bloomberg, donc on peut la considérer comme relativement fiable, selon laquelle effectivement Apple se désengagerait d'Intel pour les microprocesseurs sur les Mac, et donc les substituerait à des microprocesseurs qui seraient, je dirais, conçus en interne, selon une architecture ARM, bien sûr, fabriquée par le Taïwanais TSMC, dont on a parlé pas mal récemment, en particulier parce qu'il planifierait une usine aux États-Unis. Donc, c'est évidemment un revers assez important pour Apple, pour Intel, pardon, puisque Apple aujourd'hui c'est pratiquement 10% du marché des PC, donc c'est quand même pas négligeable. Puis c'est un revers aussi symbolique, puisque on rappelle que Intel, il y a quelques années, Apple était sur Motorola, ce qui est devenu les PowerPC, et a fait la bascule vers Intel. Donc bon. Tout à fait. C'est en 2005 que ça fait cette bascule. Apple avait lâché IBM et ses PowerPC pour partir sur Intel. Donc ça fait 14 ans. Donc c'est un tournant majeur et qui montre que Apple a toujours cette idée de maîtriser toute la chaîne de valeur de bout en bout, c'est-à-dire du microprocesseur jusqu'à la vente de ces appareils. En sous-traitant la fabrication, il faut bien le dire. Donc c'est une évolution évidemment qui ne va pas
modifier la vie des DSI, mais en tout cas c'est une information intéressante et significative pour l'industrie, à la fois des composants et de l'informatique. Très bien. Alors Guy, on change complètement d'univers, on parle de cloud, avec une étude assez intéressante qui montre qu'aujourd'hui, près d'une entreprise sur 3 a géré plus de 50 applications différentes sur le cloud. Évidemment, ça pose des questions en termes de gestion, de sécurité et de suivi de ce parc applicatif. Oui, alors on dit souvent, enfin les fournisseurs de cloud, ils disent le cloud c'est le cloud public, mais c'est vrai que on parle beaucoup de cloud hybride et de multi-cloud. Quand on arrive à un tiers des entreprises dans ce sondage qui a été réalisé par Thales, qui ont plus de 50 applications sur donc le cloud, sans doute différentes clouds publics, on montre que ça peut quand même générer une sorte de complexité qui est assez préoccupante. Alors ça c'est un premier point. Il en va de même d'ailleurs, parce que là on parle des applications, donc on est en mode SaaS, mais il en va de même aussi pour les deux autres formes de cloud, le IaaS et le PaaS, avec des nombres un peu moins élevés, mais néanmoins qui vont dans la même direction. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ça pose un gros problème de sécurité, puisque la même enquête dit que 50% des données sont désormais stockées sur le cloud et que sur ces 50%, seulement la moitié est protégée par une forme ou une autre de chiffrement. Et donc là, on voit bien aussi que même si les opérateurs de cloud ont des ressources suffisantes pour apporter une sécurité élevée, ça ne règle pas tous les problèmes et ça repose l'idée de sécurité partagée, c'est-à-dire qu'en gros, pour prendre une analogie relativement simple, quand vous allez dans un hôtel, si vous laissez la porte de votre chambre ouverte, l'hôtel n'est pas responsable de ce qui arrive. Si vous avez des objets de valeur et que vous ne les mettez pas au coffre et qui sont volés, ce sera de votre responsabilité. Donc l'idée de dire ou de penser qu'on met tout sur le cloud et que ça règle tout, il faut vraiment que les DSI, bon évidemment la plupart d'entre eux ont bien ça en tête, mais il faut que tous les DSI et toute la DSI et même tous les gens qui sont impliqués par, je dirais, le sourcing d'applications sur le cloud en aient bien conscience. Donc ça permet de régler des problèmes, mais ça en pose d'autres. Donc il faut en être conscient. Très bien. Alors on continue notre périple sur les différentes thématiques du secteur IT et on parle de reconnaissance faciale qui était effectivement une utilisation dont on parlait beaucoup récemment. Et suite aux événements du côté US, le problème avec la police, Black Lives Matter, IBM a annoncé, et je crois suivi par Amazon, alors IBM a annoncé l'arrêt définitif des applications de reconnaissance faciale, et Amazon a annoncé un moratoire, il me semble. Oui, alors je dirais que définitif, rien dans la vie n'est définitif, mais effectivement, il a utilisé le mot, alors c'est Arvind Krishna, le nouveau CEO d'IBM, il a utilisé le mot arrêter, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, et ça, donc c'est toutes les technologies autour de Watson utilisées pour la reconnaissance faciale, donc tous les programmes de développement autour de la reconnaissance faciale ont été arrêtés et il ne s'est pas seulement contenté de cette annonce, mais il a envoyé une lettre au Congrès dans laquelle il explique en détail les raisons pour lesquelles il a été amené à prendre cette décision. Décision d'autant plus surprenante et qui est certainement liée à la personnalité de Arvind Krishna. On peut penser on peut avoir quelques doutes sur le fait que Ginni Rometty ait pris la même décision, puisque il y a pas longtemps encore, IBM mettait les pleins gaz dans le développement de ces applications et pour améliorer les technologies de reconnaissance faciale avait utilisé 100 millions d'images sur Flickr.
Donc c'est pour vous dire que, en gros, l'idée c'était vraiment de perfectionner. Donc IBM dit arrêter, et Amazon fait à peu près la même chose, sauf que Amazon c'est suspendre pour 1 an l'utilisation de ces technologies, et il est vraisemblable que les autres fournisseurs vont aller dans cette même direction, parce que le mouvement que vous avez cité aux États-Unis est un mouvement vraiment très très profond, et que donc les fournisseurs de technologie en sont de plus en plus conscients, d'autant plus qu'une bonne partie d'entre eux est en Californie, et sont encore plus conscients de tous ces problèmes. Très bien. Alors Guy, finalement, là pour le coup, on reste dans la même logique. Le rapport de la CNIL 2019, problématique de protection de la vie privée, il y a un problème? Ça a coupé. Hein. Je t'entends, hein. Ah. D'accord. Alors, je pense que c'est lié à l'instabilité de mon Wi-Fi. Tu m'entends là? Oui, je t'entends. C'est bon. Je pense que l'arrêt là, il est lié à l'instabilité de mon Wi-Fi. De toute façon, l'Ethernet c'est mieux, hein, c'est sûr. Comment? Ouais. J'espère bientôt régler ce problème. On peut reprendre à la CNIL là. Oui, on reprend la CNIL. C'est là où ça a coupé de toute façon, non? Oui. La coupure était bonne. Allez, on repart. Alors, Guy, finalement, on reste un peu dans la même thématique, problématique de vie privée, avec le rapport en 2019 de la CNIL qui montre que cette dernière n'a pas chômé, et donc les problématiques autour de ce schéma de protection de la vie privée restent entiers, et les soucis ne sont pas négligeables. Oui, alors, comme vous le disiez, la CNIL a publié son rapport dans lequel elle indique avoir reçu plus de 14 000 demandes en augmentation, 14 000 plaintes, en augmentation de près de 30%, donc c'est très significatif. Alors, est-ce que c'est positif ou négatif? C'est-à-dire qu'en gros, est-ce que ça correspond à une évolution, ou est-ce que de plus en plus de gens envoient des plaintes? Bon, là, on peut en discuter. Mais en tout cas, c'est une évolution qui est significative, et donc ça a entraîné le fait que la CNIL n'a pas chômé en 2019. Alors, sur ces 14 000 plaintes, en fait, elles ont donné à 300 contrôles, ce qui peut paraître relativement faible. Enfin, quand on sait que les contrôles sont quand même des opérations qui sont relativement compliquées, d'autant plus que on est dans les technologies numériques, donc ça nécessite des investigations assez importantes. Donc 300 contrôles et 8 sanctions seulement, pourrait-on dire, qui ont permis à la CNIL, alors c'est pas la CNIL, donc c'est l'État français, de récupérer 51 millions d'euros. C'est une somme qui est non négligeable, mais qui est un peu trompeuse, parce qu'en fait, sur ces 51 millions, il y en a 50 qui sont liés uniquement à la sanction contre Google, qui était de 50 millions. Donc vous voyez qu'en fait, ça représente la très très grande majorité, et que donc, je dirais que c'est pas sur le montant des sanctions qu'il faut espérer. Pour compléter le budget de l'État. Voilà, exactement. La deuxième c'est une entreprise qui s'appelle Sergic, et qui arrive à 400 000 euros. Donc vous voyez que c'est une somme qui est beaucoup plus raisonnable. Moins importante. Donc c'est quand même une évolution significative, et il est à penser que dans les années à venir, cette évolution va se poursuivre. Donc ça veut dire des contrôles plus importants, des ressources plus importantes pour la CNIL. En tout cas, c'est vraiment cette idée de protection des données personnelles, de protection de la vie privée. C'est quelque chose qui s'inscrit, je dirais, dans la vie de tous les jours, tant au niveau des particuliers que des entreprises. Très bien. Écoutez, on aura sûrement l'occasion d'en reparler dans les prochaines semaines, voire prochains mois. On conclut ce volet en bref de l'actualité par la partie financière, avec Snowflake, dont on a déjà largement parlé ici, qui prépare, a priori, alors activement, c'est peut-être pas le mot qui convient, parce que c'est plutôt en catimini,
une introduction en bourse. On sait que évidemment Snowflake a levé beaucoup d'argent, donc on imagine que ces investisseurs veulent un peu récupérer leur mise. Comme vous le disiez, Snowflake a levé beaucoup d'argent puisque le total c'est 1,4 milliard. La dernière levée en fait avait été un peu cachée par les événements de l'épidémie parce que c'était en février. C'est Salesforce qui avait mis près de 500 millions, donc c'est une somme importante. Snowflake c'est une réussite clairement, qui a été créée à peu près en 2012. Et donc, qui va préparer cette introduction en bourse? C'est Frank Slootman, qui est en fait l'ancien patron de ServiceNow et qui avait procédé à l'introduction en bourse de ServiceNow et quelque temps auparavant à l'introduction de Data Domain. Donc, en gros, c'est le spécialiste de ce genre de choses. Si on donne quelques chiffres, Snowflake, c'est maintenant près de 1 milliard de chiffre d'affaires, c'est ce qu'il a indiqué, donc c'est vraiment quelque chose d'important. Et on peut penser qu'avec aujourd'hui, avec la dernière levée de fonds, Snowflake était valorisé à 12 milliards de dollars. L'introduction en bourse, qui devrait intervenir dans le courant de l'année, permettrait, enfin en tout cas c'est ce qu'espère Snowflake, une valorisation de 15 milliards de dollars. Donc là on n'est plus dans une licorne, mais c'est une décalicorne, comme on dit. C'est vraiment une belle réussite pour cette entreprise qui, faut-il le rappeler, a été créée par deux ingénieurs français qui étaient chez Oracle, Benoît Dageville et Thomas Cruanes. Donc c'est quand même une belle réussite française, même si Snowflake est une entreprise américaine spécialisée dans le data warehouse native cloud, avec tous les outils qu'il faut, donc Data Lakes, outils de big data, etc. Donc une belle réussite et sans doute une introduction en bourse qui devrait être elle aussi réussie, même si ce serait bien malin qui pourrait dire quel sera le climat de la bourse dans les 2-3 mois qui viennent, tant les hausses et les baisses récentes ont été très importantes. Alors Guy, puisque vous évoquiez le climat récent, la fameuse crise sanitaire, c'est le dossier de la semaine. Une étude qui montre que finalement cette crise sanitaire, on va laisser de côté les problématiques économiques, mais elle a de bons côtés par rapport à la tech, puisque finalement elle est un facteur d'accélération de la transformation numérique des entreprises. Oui, ça surprendra sans doute personne. C'est une enquête qui a été menée par Census Wide pour Citrix et auprès de DSI. Et donc c'est vraiment le sentiment de ces DSI qu'elle essaie de traduire. Pour 80 d'entre eux, la crise a été un accélérateur vers la transformation numérique de leurs entreprises. Et pour 40% d'entre eux, elle aurait permis de gagner un an. Bon, c'est évidemment quelque chose de très difficile à évaluer, mais en tout cas, c'est significatif. Parmi les autres enseignements de cette enquête, c'est que les DSI ont bien conscience qu'ils ont été obligés de prendre un certain nombre de décisions et d'accompagner un certain nombre de modifications. En particulier, la principale, c'est le télétravail. Et donc, ils ont dû accompagner cette évolution-là, qui a été très rapide, puisqu'elle n'a pas été du jour au lendemain, mais on pourrait presque dire d'une semaine à l'autre. Il a fallu mettre en œuvre tout un tas de dispositions dans l'urgence. Et je dirais que maintenant, l'idée qui ressort, c'est qu'il va falloir remettre tout ça à plat et bien vérifier que tout ça est compatible avec une politique de la DSI qui soit conforme aux règles qui ont été édictées par le passé. Parce que la plupart d'entre eux, je crois que c'est 80%, pensent que cette évolution vers le télétravail va se poursuivre et qu'on ne reviendra pas à l'état antérieur. Alors on va, bien entendu, les gens vont retourner au bureau, peut-être pas comme avant, mais la vie reprendra son cours. Mais en tout cas, le télétravail va s'imposer avec, je dirais, des préoccupations qui vont avec. C'est bien entendu, c'est tout ce qui concerne tout ce qui va autour de la sécurité des données, parce que ça veut dire que quand on est obligé de gérer
je dirais, un parc informatique étendu qui va jusqu'au domicile et où le télétravail n'est plus une exception, mais est enfin, en tout cas, fait partie de la règle. Ça change comme pas mal les choses. Et puis aussi préoccupation en matière de Shadow IT. Alors Shadow IT, on en a parlé régulièrement, mais c'est vrai qu'avec des utilisateurs qui sont chez eux face à leur PC et je dirais un peu laissés libre, enfin pouvant faire un petit peu ce qu'ils veulent. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé pendant ces 3 mois-là. Il va falloir recadrer un petit peu tout ça. Donc, cette enquête, je dirais, a des aspects positifs, mais elle a quand même, elle pose un certain nombre de questions. Et il en ressort aussi que les DSI alors là, c'est l'aspect négatif, se sont déclarés en situation de stress, et on peut le comprendre, parce que vu l'urgence dans laquelle ils ont été obligés de faire tout ça, ça n'a pas été simple. Le côté positif, c'est que finalement, ils sont plus perçus aujourd'hui par les utilisateurs comme un accompagnateur vers de nouveaux usages et comme une aide plutôt que, en gros, point de blocage. Voilà, c'est ça, et de dire ça marche pas, c'est le problème de l'informatique. Donc, je dirais qu'il y a du plus et du moins. Il va falloir qu'ils s'adaptent. C'est les enseignements que nous donne cette enquête qui a été réalisée pour Citrix. Très bien. Guy, alors je propose qu'on conclue sur notre fameux traditionnel coup de cœur, coup de gueule. Et là, en l'occurrence, c'est les fameuses plateformes Uber et Lyft qui subissent un revers en Californie, qui est quand même la patrie de ces plateformes, puisque les chauffeurs Uber et Lyft vont être désormais considérés comme des salariés par la loi californienne. Exactement, et ça c'est vraiment une avancée significative qu'on ne peut que saluer, qui va faire tache d'huile, c'est relativement clair. Alors là on parle seulement de Uber et Lyft, mais je dirais qu'on a parlé, vous vous souvenez, à un moment de l'ubérisation de la société, et donc toutes les plateformes qui ont une relation un peu relâchée, lâche avec leurs... Évidemment, on n'appelait pas ça des employés, mais avec les gens qui mettaient en œuvre leurs services, ça va changer quand même beaucoup de choses. Et la réaction d'Uber et le communiqué qu'il a pondu suite à ce changement est quand même assez significatif, parce que en gros, il indique que ce changement va les obliger à modifier leur business model, et que donc ils ne pourront plus être en mesure, alors c'est un peu mis au conditionnel, ils ne pourront plus être en mesure de fournir leurs services de manière fiable, ce qui en gros revient à dire que si en gros, s'ils ont pu prospérer, c'est parce que ils utilisaient des gens dans des conditions qui étaient quand même très, très problématiques, à la fois en termes légaux et puis en termes de salaire. Alors, pas de salaire, puisque ce n'est pas des salaires. De revenus, en tout cas. Ils étaient clairement sous-payés. Donc, j'avoue que ce communiqué ne peut que laisser pantois. Mais en tout cas, c'est une évolution qu'on ne peut que saluer, et qui va certainement se faire tache d'huile et se poursuivre dans d'autres États américains et certainement dans d'autres pays. Très bien dit. Écoutez, merci pour cette analyse et merci pour cette synthèse. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Informatique News Hebdo. En attendant, très belle semaine à toutes et à tous. Merci.